Merci d'être là pour un sujet qui est vraiment très chaud d'ailleurs, qui est très brûlant même, ce sont les PV, donc un sujet en 2021 qui reste toujours d'actualité, même si avec le confinement on en a un peu moins parlé, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se trament pour 2021, et puis à la fois par le gouvernement, mais aussi la jurisprudence qui a évolué, ça va vous intéresser, on va le voir avec notre invité, Maître Emmanuelle Calfon, bonsoir. Bonsoir. Alors on dit... avocat, avocate ? Alors moi je dis avocat. Avocat, voilà, je privilégie le titre. Voilà. En deux mots, pour vous présenter, avant de rentrer dans le vif du sujet, alors les PV, tout ce qui est forfait post-stationnement, etc., c'est votre quotidien ? Alors c'est mon quotidien, oui. Moi j'ai une activité contentieuse, c'est-à-dire que je suis avocat plaidant, je fais du contentieux civil et commercial, j'ai une activité de droit pénal des affaires et également une activité en droit routier. Voilà, donc c'est pas mon quotidien, mais ça fait partie de mon activité. Et donc le contentieux du permis à points, les radars, les PV pour non-désignation de conducteur, voilà, ça je connais. Alors tout ça on va en parler et vous aurez l'occasion après de dialoguer avec vous. Hein, donc c'est le principe, on a à peu près une demi-heure d'interview, après on aura un échange dans les rooms et puis après vous aurez encore un quart d'heure pour pouvoir poser toutes vos questions à Maître Emmanuelle Calfon. Juste, je voulais faire une brève photographie de ce qui se passe actuellement en France, juste pour rappeler 2-3 points. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 4150 radars qui sont actifs en France, et il y en a à peu près 10 à 15% qui sont hors service. Au plus fort des Gilets jaunes, ils étaient 75% du parc qui était HS, mais l'État a mis le pied sur l'accélérateur, et il y a un vrai plan Marshall qui est en train de se dessiner, puisqu'il y a, c'est pas tant le nombre de radars qui vont arriver cette année, entre 500 et 600 supplémentaires, mais surtout le parc est en train de se moderniser. Vous le voyez, tous les nouveaux radars qui arrivent, et par exemple, cette année, il y a 300, vous savez, les premiers radars qui avaient les vieilles cabines sont en train de disparaître, il y en a 300 qui vont disparaître cette année. Alors la grande nouveauté, c'est l'arrivée, vous connaissez tous des radars tourelles, mais là c'est les radars tourelles mini qui vont arriver en ville, donc beaucoup plus petits, capables de repérer plein d'infractions et qui pourront être installés dans les centres-villes. Ils sont pour l'instant en phase de test à Montpellier et Montbéliard, 6 mois de phase de test. Et puis, juste pour terminer, ce que rapportent les radars, donc vous savez que l'année 2019 et 2020 était une année pour le gouvernement un peu entre guillemets triste, puisque pour la première fois, je vois que vous rigolez, pour la première fois c'est historique, le nombre, on va dire que la recette a baissé, elle reste encore conséquente puisque c'était 760 millions l'an passé, moins 12%, donc ça baisse, ce qui est quand même historique. On se souvient qu'en 2017, les radars avaient rapporté quand même 1 milliard. Pour cette année 2021, le gouvernement pense qu'il va y avoir davantage de personnes flashées, donc l'estimation c'est 810 millions, 809 très précisément pour cette année. Et juste pour terminer, il y a eu 18 millions d'infractions. Alors, c'est les chiffres, vous savez, c'est toujours décalé, c'est pas l'année qui vient de s'écouler, mais c'est 2019. 18 millions d'infractions, dont 13 millions pour excès de vitesse. Et on a bien vu qu'avec le confinement, les grands excès de vitesse étaient vraiment en pleine explosion. Alors, les grands excès de vitesse, c'est plus de 50 km/h. Ça a été de 16 à 50% selon les mois. Et juste pour l'anecdote, le radar qui flash le plus en France, c'est le radar de Cagnes-sur-Mer, avec, vous savez combien de flashs 205 510 flashs, ça fait 565 flashs par jour. Donc voilà, bienvenue en France. Pour un radar qui, à mon avis, mais ça c'est mon avis personnel, n'a aucune utilité en termes de sécurité routière, puisqu'il est placé à un endroit où on est passé de 110 à 90, donc forcément, les gens se font piéger. Alors justement, tous ceux qui nous regardent sont intéressés, parce que évidemment c'est leur quotidien, ils reçoivent des PV, et depuis 2017, il y a la fameuse désignation. Alors, est-ce que c'est quelque chose finalement qui a fonctionné et qui fonctionne aujourd'hui, cette fameuse désignation ? C'est quelque chose qui fonctionne parce qu'il y a eu depuis 2017 jusqu'à maintenant moins de procès-verbaux pour non-désignation qui ont été dressés, mais on constate quand même à travers les chiffres qu'il y a toujours des récalcitrants, c'est-à-dire des employeurs qui font le choix de ne pas désigner leurs collaborateurs pour leur éviter la perte de points. Voilà. Et ça se chiffre à peu près à 15%.
de récalcitrants, entre guillemets. Donc pour cela, écoutez, ils préfèrent s'acquitter des procès-verbaux et comme ça. Après, c'est une politique interne de l'entreprise, de certaines entreprises. Mais est-ce que l'État est vraiment en train de rechercher ceux qui ne dénoncent pas? Est-ce qu'il y a vraiment... comment ça se passe sur cette désignation? Si vous voulez, l'État adresse des procès-verbaux à l'entreprise pour non-désignation de conducteurs. L'entreprise les paye. Après, maintenant, si vous voulez, ça représente un coût pour l'entreprise, mais ça fait partie de la stratégie de chaque entreprise. Après, comme je vous l'ai dit, il y en a moins, beaucoup moins par rapport à 2017 qui ont été dressés. Donc, il y a moins de recettes, forcément, pour ces infractions pour non-désignation. Donc, c'est un manque à gagner, on va dire, oui, effectivement. Mais en même temps, ce manque à gagner prouve l'efficacité quand même du système qui, à la base, a été fait pour permettre aux salariés, aux collaborateurs, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, de prendre conscience du fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en conduisant un véhicule de fonction ou un véhicule de service et qu'on doit respecter le code de la route, etc. En termes de jurisprudence, que j'imagine que certains sont allés haut dans les juridictions pour ça, est-ce qu'il y a eu des évolutions? Alors oui, il y a eu pas mal d'évolutions parce que c'est sûr que depuis en 2017, quand le système a été mis en place, les procès-verbaux étaient parfois assez obscurs. C'est-à-dire que vous aviez des chefs d'entreprise qui ne comprenaient pas finalement ce qu'ils devaient faire. Ils n'avaient pas forcément intégré le fait que quand on recevait un procès-verbal, il fallait désigner son collaborateur et ne pas régler l'amende. Donc c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de cafouillages qui ont été réglés au fur et à mesure, donc depuis 2017 par la jurisprudence. Et il y a eu pas mal d'évolutions. Les évolutions en matière d'obligation de désignation, alors j'ai regardé un petit peu les décisions qui ont été rendues par la plus haute juridiction de France, donc c'est la Cour de cassation, qui a tranché certains sujets. Par exemple, on avait beaucoup d'entrepreneurs individuels, des professions libérales, qui recevaient des infractions pour non-désignation, alors qu'elles considéraient, enfin, si vous voulez, quand vous êtes infirmière et que vous recevez une amende, vous vous dites, bon, c'est une amende qui m'a été dressée, certes dans le cadre de mes fonctions, mais je le la paye. Et donc, oui, c'est travailleur indépendant et voilà. situation Et donc, complètement US pour certains chefs d'entreprise. C'est ça, c'était US parce qu'ils considéraient qu'ils n'avaient pas besoin de s'auto-désigner. Et pour autant, après, le deuxième effet qui se coule, c'est qu'ils recevaient un procès-verbal pour non-désignation de conducteur. Donc là, c'est vrai qu'il a fallu 3 ans quand même pour que la Cour de cassation dise pour les auto-entrepreneurs, pour les professions libérales, pour les entrepreneurs individuels, ils n'ont pas à s'auto-dénoncer. Voilà, okay. S'auto-désigner. C'est vrai oui, parce qu'on dit dénoncer, désigner. S'auto-dénoncer, c'est un terme qui n'est pas terrible. Sinon, il y a eu également des précisions, puisque certains employeurs, dans le doute de savoir qui conduisait le véhicule, parfois désignaient 2 conducteurs potentiels. Et donc là, malheureusement, la Cour de cassation considère que si vous désignez 2 salariés, c'est comme si ça équivaut à une absence de désignation. Donc vous devez de toute façon mettre en place en amont des systèmes qui vous permettent de savoir qui, à l'instant T, conduisait le véhicule. Donc ça, c'est vrai que ça implique pour l'employeur, mais on reviendra après sur le sujet, de bien préciser... D'accord, on ne peut pas avoir un doute, c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Le doute n'est pas permis et on ne peut pas préciser dans sa contestation qu'il y a 2 conducteurs potentiels sur ce véhicule pour cette infraction. Donc voilà, il faut vraiment être sûr et que l'employeur soit assez précis là-dessus et ait mis en place en amont des process qui permettent d'avoir un registre, un carnet de bord qui précise le conducteur. Alors, une question d'actualité, parce qu'il y a le confinement. Beaucoup qui nous regardent, qui nous écoutent, ont reçu des PV, reçoivent des PV qui ont plusieurs mois, où ça s'est passé il y a plusieurs mois sur une route. Oui. Comment ça se passe pour la perte de points? C'est-à-dire c'est au moment où l'infraction a été commise, au moment où ils reçoivent les PV? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un délai? Enfin voilà, expliquez-nous comment ça peut se passer. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous commettez un excès de vitesse, par exemple, l'État a quand même 1 an à compter de la commission d'infraction pour vous envoyer la contravention. Voilà.
C'est ce qu'on appelle, dans le langage juridique, la prescription de l'action publique. Oui, donc voilà. Pas de nouvelles, c'est pas forcément bonne nouvelle. Voilà, parce que si ça arrive à 1 an moins 4 jours, bah, c'est toujours possible. Mais bon, voilà, vérifiez par rapport à la date de l'infraction, mais c'est vrai que c'est assez rare quand même qu'on vous oublie. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, sur la perte de points, si vous voulez, c'est la conséquence administrative de l'infraction. Donc, si vous recevez votre procès-verbal chez vous parce que vous avez fait un excès de vitesse et que vous décidez de le payer, eh bien à ce moment-là, la perte de points va s'imputer dans un délai plus ou moins fluctuant. Ça peut être 15 jours, ça peut être plusieurs mois. Donc vous ne savez pas. C'est difficile à anticiper, si vous voulez, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'intervient pas le jour où vous payez l'amende. Si vous décidez de la contester, la perte de points ne pourra intervenir que lorsque il y aura une décision définitive qui aura été rendue. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, si vous contestez une infraction, vous pouvez même aller jusqu'en recours de cassation. Ça peut prendre 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans. Tant que vous avez une procédure en cours, la perte de points ne peut pas s'imputer sur votre permis. Alors je crois savoir que cette année, le gouvernement va mettre en place un espèce de calendrier, c'est-à-dire qu'on saura quand on récupère notre point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aller sur le site internet et voir l'état de nos points, mais on n'a pas le calendrier. Ça, c'est super énervant parce qu'on se dit, mais quand est-ce que je vais récupérer mes points? Donc je pense que ça va être mis en place apparemment cette année. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors, je n'ai pas d'informations là-dessus. Après, effectivement, il y a 2 moyens quand même de connaître son solde de points. Effectivement, vous pouvez consulter Télépoints, mais ça vous donnera juste un chiffre. Pour avoir une vision un petit peu plus exhaustive, vous avez le relevé d'informations intégrales que vous pouvez commander par courrier ou alors vous déplacer à la préfecture pour l'avoir. Et là, c'est vrai que vous pouvez davantage anticiper, mais encore faut-il connaître tous les délais, parce que vous savez que quand vous perdez des points, si vous ne commettez pas d'infraction pendant un certain délai, vous les récupérez naturellement, si vous voulez. Vous pouvez, ce qui est le plus facile à anticiper pour un conducteur, c'est lorsqu'il fait un stage pour récupérer 4 points. Les 4 points sont réattribués le lendemain de la fin du stage. Donc ça, si vous voulez, c'est la seule voie qui vous permet d'anticiper la reconstitution de votre permis. Mais la perte de points, ça, effectivement, c'est compliqué. Alors, dans le cadre des entreprises, quels sont les sujets un peu brûlants ou les cas brûlants en ce moment dont vous avez faire face? Est-ce que c'est compliqué en ce moment? Est-ce qu'il y a des cas particuliers? Est-ce que ça change? Est-ce que ça évolue dans les infractions, dans les désignations? Est-ce qu'il y a les cas un petit peu exemplaires que vous avez en ce moment? Écoutez, j'ai un cas en ce moment qui m'occupe depuis plusieurs mois d'ailleurs. C'est le cas d'une société qui est un loueur de véhicules et qui a une flotte de peut-être 200-300 véhicules, je ne sais plus exactement. Et c'est vrai qu'en 2018, ils ont pris la décision de changer le lieu du siège social. Et ils n'ont pas pensé à faire les changements d'adresse des certificats d'immatriculation, des cartes grises. Et donc, ils pensaient qu'en faisant le suivi de courrier auprès de la Poste, ça suffirait, sauf que ça ne suffit pas, parce que légalement, réglementairement, vous avez une obligation, à partir du changement d'adresse, de faire ce changement, d'informer l'administration dans le délai d'1 mois. Et le suivi de courrier ne permet pas de suppléer, si vous voulez, ce changement d'adresse. Donc, ils se sont retrouvés à ne pas recevoir des procès-verbaux et de recevoir des procès-verbaux majorés, et en plus, après, des procès-verbaux pour non-désignation de conducteur. Donc, vous imaginez, quand vous avez une flotte de 200-300 véhicules... oui, ça chiffre très vite. Là, on avait un enjeu de 250 000 €. Et ça se plaide? Vous arrivez je ne l'ai pas plaidé, parce que, si vous voulez, il se trouve que je suis intervenue un petit peu... le client nous a saisi un peu en bout de course, donc on a entamé surtout une négociation. Parce que c'est vrai qu'il y a la théorie et puis la pratique. Et c'est vrai que grâce à une bonne négociation avec les différents officiers du ministère public, j'ai pu obtenir que la majoration puisse être retirée. Donc on est revenu au montant de l'amende initiale. C'est ce que vous conseillez à tous ceux qui nous regardent, d'aller sur la négociation Si vous voulez, quand vous avez tardé comme ça, comme c'était le cas, il y avait... des contestations qui avaient été faites très tardivement, il y avait des procès-verbaux pour non-désignation de conducteur, et puis c'est sûr que l'enjeu était énorme. Donc à un moment donné, si vous voulez, lorsque vous êtes
confronté à une situation comme ça, qui n'arrive pas quand même tous les matins, vaut mieux négocier parce que ça coûte moins cher, parce qu'après les frais judiciaires, alors effectivement, il y avait mes honoraires, mais pas que. Si vous voulez, à chaque fois, pour chaque PV, il aurait fallu faire une requête auprès du tribunal. Enfin, oui, donc des frais en plus, etc. Et voilà. Donc à un moment donné, le client, il s'est dit, bon, sur ma suggestion, il s'est dit, bon, vaut mieux quand même négocier. Ça va coûter de l'argent, mais au moins, ça permettra d'aller plus rapidement et de dépenser finalement moins. Alors on donnera des conseils, vous donnerez des conseils tout à l'heure. On va continuer sur une autre généralité. L'autre, on va dire, point sensible, c'est les fameux FPS, les frais de post-stationnement, enfin voilà. Alors qu'ils semblent occuper beaucoup d'énergie pour finalement, c'est des montants de, je sais pas, 20, 30 euros. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Mais dans les entreprises, ce sont des énergies qui sont énormes à régler pour des prunes, entre guillemets, mineures, quoi. Ça en est où aujourd'hui, ces forfaits post-stationnement? Alors, ces forfaits post-stationnement, alors juste pour revenir un petit peu à l'origine de ces forfaits post-stationnement, c'est jusqu'au 31 décembre 2017, c'était le stationnement, c'était le même prix partout. Et donc, depuis le 1er janvier 2018, ce sont les communes qui s'occupent de gérer le stationnement et qui fixent un petit peu leurs tarifs. Et on n'est plus sur une infraction, mais on est sur une taxe qu'on appelle le forfait post-stationnement. Donc la difficulté, c'est que lorsque l'entreprise reçoit ces FPS, ces forfaits post-stationnement, il n'y a pas de désignation automatique comme ça peut se faire, vous savez, sur le site de l'Entaille. Donc ça veut dire que l'entreprise doit mobiliser parfois une personne à temps complet, ou alors externaliser ça moyennant un coût pour, si vous voulez, informer la commune que l'infraction, enfin pas l'infraction, mais que le stationnement n'a pas été réglé par tel salarié. Donc si vous voulez, c'est un travail qui est assez pénible. Donc la société, ça lui prend beaucoup de temps, alors que c'est vrai que la désignation qui a été instaurée depuis le 1er janvier 2017 pour un certain nombre pour les autres infractions. Ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. Les recours sont. Parce que ce qui a changé, c'est que maintenant, on n'a plus besoin, je crois, plus besoin de payer pour contester. Voilà, ça c'est un grand changement. Ça, c'est la nouveauté, effectivement, puisque le Conseil constitutionnel a été saisi et il a considéré que le fait d'imposer, de payer avant de contester, n'était pas conforme à la Constitution. Donc c'est vrai que depuis le 9 septembre 2020, très exactement, vous n'êtes plus obligé de payer avant de contester. C'est le tribunal de Limoges, non, qui se... Alors c'est pas un tribunal, mais avant de saisir cette fameuse instance, cette fameuse commission du contentieux du stationnement-paiement qui est à Limoges, vous devez faire, dans le délai d'un mois qui suit l'envoi de ce FPS, un recours préalable qui est assez fastidieux parce qu'un certain nombre de pièces sont requises pour que votre recours préalable soit recevable. Et ensuite, vous avez l'administration à un délai d'un mois pour vous répondre. Et si elle ne répond pas, ça vous rejette votre demande et ça vous permet ensuite de saisir cette fameuse commission qui est à Limoges et qui recense tous les recours des FPS sur toute la France. Donc vous imaginez donc c'est très long, j'imagine. C'est très long. Ouais. Moi, à titre personnel, j'ai fait un recours, je crois, en 2018 et j'ai reçu la décision il y a 10 jours. Donc vous voyez le temps. Plus de 2 ans. Voilà. Donc c'est très long après. Bon, Est-ce que, mais alors, je pose une question peut-être naïve, mais si une société a plusieurs cas, est-ce que ça ne va pas plus vite quand on est particulier? Non, sincèrement, je ne pense pas, puisque je pense qu'ils traitent au fur et à mesure des réceptions des recours. Là, je ne sais pas effectivement comment ça se passe, mais... Alors, est-ce qu'avec la pandémie, est-ce que pendant des périodes de confinement, parce qu'il y a quand même des voitures, parce que maintenant c'est des voitures qui flashent, qui passent dans les rues et qui prennent les plaques minéralogiques et qui voient si on a payé ou pas le forfait de stationnement. Est-ce qu'il y a une tolérance? Parce qu'il y a certaines villes qui ont donné la gratuité du stationnement. Enfin, c'est un peu le bazar, comme d'habitude. Mais du coup, est-ce qu'il y a des recours? C'est-à-dire que si on reçoit des PV aujourd'hui dans une ville qui, finalement, était en plein confinement, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce qu'il faut appeler la ville? Faut envoyer faut payer? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Je dirais que le meilleur conseil, c'est quand même de payer son stationnement, parce qu'on a vu que même pendant le confinement, par exemple à Paris, le stationnement payant n'était pas devenu gratuit. Donc finalement, non, il n'y a pas vraiment de tolérance. Et les véhicules dont vous parliez, c'est effectivement des véhicules qui peuvent circuler dans les rues et qui recensent les endroits où il y a le plus de gens qui n'ont pas payé leur stationnement. Donc finalement, ce n'est pas un moyen de sanctionner et de dresser des FPS, c'est juste un moyen de savoir où est-ce qu'il faut envoyer un agent pour que le nombre de... Oui. Mais alors, si j'ai une voiture de fonction, je l'ai laissée garer plusieurs jours parce que j'étais en télétravail, mais que je me suis fait aligner, qui paye? Est-ce que c'est moi, le salarié? C'est l'entreprise? Le principe, c'est que c'est l'entreprise qui est redevable pécuniairement de ces FPS. Ça, c'est le principe. Généralement, lorsqu'on vous remet un véhicule de fonction, l'entreprise, on y reviendra, ça sera dans le cadre des préconisations, doit remettre une charte ou alors insérer dans le contrat de travail du salarié une clause qui spécifie qu'il s'engage à régler son stationnement, etc. Donc, même si c'est à l'employeur de s'acquitter par principe de ces FPS, ensuite il peut se faire rembourser de ces amendes pour stationnement par le salarié, dès lors qu'en amont, il y a eu tout un process d'information. Mais dans un cas exceptionnel de celui du confinement, où finalement on n'a pas fait de bêtises parce qu'on a laissé la voiture dehors, mais on a télétravaillé, est-ce que là, du coup... Après, tout dépend de la politique de l'entreprise. Ça, c'est du cas par cas. Voilà, ce qui est sûr, c'est que c'est au salarié de voir avec son entreprise, et c'est au chef d'entreprise aussi de voir comment ça se passe. Si vous voulez, ça c'est vraiment de la politique interne, il n'y a pas de législation en la matière. Alors, 18h31, on a dit terminer à 18h30, donc on a 1 minute. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans les rooms où chacun peut se présenter et parler de ces cas très concrets. N'hésitez pas à préparer des questions qu'on pourra vous poser ensuite. On se retrouve vers 19h pour vous poser vraiment les questions qui intéressent tous ceux qui nous regardent. Questions, j'imagine, très concrètes, parce qu'ils ont quand même beaucoup de cas à traiter, dont les fameux forfaits post-stationnement qui sont quand même assez ubuesques, vu le nombre, j'imagine, qu'il doit y avoir. Est-ce que vous imaginez combien ça représente à peu près, pour terminer, aujourd'hui, les forfaits post-stationnement dans votre activité? Est-ce que c'est quelque chose qui est en pleine expansion ou pas? Non, parce que si vous voulez, compte tenu du faible enjeu, généralement, les entreprises... Laisse tomber parce que c'est pas assez... ça coûte très cher de payer un avocat, de faire des... C'est ça. Voilà. Et même, vous voyez, déjà, quand vous avez certaines infractions, certains excès de vitesse, parfois, l'enjeu du litige ne nécessite pas, finalement, l'intervention d'un avocat. C'est vrai que c'est sur le nombre que l'intervention d'un avocat peut être intéressante. Après, là, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais... Vous ne vous vendez pas bien.